Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech où on vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde merveilleux de la technologie. On vous parle de l'internet, des gadgets, de tout ce qui fait notre vie numérique. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir mon tiers préféré de l'équipe de début de mois, c'est-à-dire Cédric Bonnet. Comment ça va, Salut. Cédric? Bon, écoute, ça va très bien. Jérôme et Corben sont occupés, donc on se retrouve tous les deux en tête à tête. C'est ça. C'est un plaisir intime que nous partageons avec des dizaines de milliers d'auditeurs. Voilà. Il nous manque une partie des Avengers. On pourra en parler un petit peu plus tard des Avengers, comme on l'a fait il y a à peine une semaine. Mais avant ça, je voudrais remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister, c'est-à-dire ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Aujourd'hui, je remercie plus spécifiquement Julien, John Marmotte, Guillaume Hamelin, Morissette, Franck Gerges Design, et Jules Solinas, qui tombe pile la semaine où il m'a aidé à améliorer la qualité du son de ces émissions. Donc, si depuis un ou deux épisodes, à vrai dire depuis celui-là pour le Rendez-vous Tech, mais d'autres épisodes ailleurs, le son est d'un petit peu meilleure qualité, et ben c'est grâce à Jules. Voilà, merci beaucoup. Il m'a expliqué certains trucs sur certains filtres et certaines manières de manipuler au montage qui devraient améliorer l'émission. Donc, voilà, les merveilleux membres de la communauté des Patriotes qui m'aident encore une fois à améliorer l'émission. Et la manière la plus importante, évidemment, est en finançant par patreon.com/rdvtech. Si vous aussi, vous appréciez l'émission, c'est là-bas qu'il faut aller. Et donc aujourd'hui, on va vous parler notamment de Facebook et de Microsoft qui ont eu leur conférence de développeurs. C'est la saison au printemps, comme les oiseaux qui reviennent. C'est les conférences de développeurs de toute l'industrie tech qui ont lieu. On a eu Facebook et Microsoft ces derniers jours. On aura Google aujourd'hui, je crois, ce soir, et Apple qui arrive dans quelques semaines. Je ne sais pas pourquoi ils font tout ça au même moment au printemps. Il doit y avoir une raison, mais... Ouais, je ne sais pas. Bon. Ouais, c'est vrai, en fait. Ils font tout ça dans un mois, en fait. Exactement. Après, je pense qu'il y a des raisons aussi historiques de mise à jour logicielle, par exemple, chez Apple. On sait que les mises à jour sortent à la rentrée et les nouvelles versions de l'OS. Et donc, du coup, le faire quelques mois avant pour que les développeurs aient 3-4 mois pour se préparer avec les bêtas des systèmes, je pense que Apple s'est calé sur ce rythme-là. C'est vrai, pour les deux autres, c'est un peu plus compliqué. Enfin, si, peut-être que pour Google aussi... mais même si maintenant, ils ne le respectent plus trop, puisqu'Android Q est déjà disponible en bêta, version développeur. Mais jusqu'à présent aussi, pour Google, c'était un peu pareil, puisque les téléphones sortaient en septembre-octobre, d'ailleurs plus octobre. Pour être prêt pour la période des fêtes où se fait toutes les ventes. Exactement. Et donc, du coup, se caler aussi sur ce rythme-là de faire des annonces à la Google I.O. sur les mobiles pour que les développeurs aient le temps d'adapter leurs applis au nouvel OS, ça me semblait aussi légitime finalement. Ouais, c'est peut-être la tradition, effectivement. Ouais, je pense que c'est une tradition. La Build, maintenant, elle est connectée à l'Imagine Cup. Alors avant, remarque, l'Imagine Cup aussi, c'était à peu près à la même période. Il y a beaucoup d'étudiants qui y participent et du coup, c'est la fin d'année pour eux et donc c'est le moment des récompenses. Je pense qu'il y a aussi ça. Et ils ont adossé la Build puisque c'est évidemment une conf de dev. Donc, je sais pas. Chez Microsoft, j'ai du mal à comprendre le calendrier. Oui, bon, en tout cas, voilà, par tradition, ou peut-être qu'il y aura une raison, si vous voulez nous la donner, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de l'émission, par exemple. Mais on va commencer donc avec Facebook, qui avait beaucoup de choses à présenter, pas forcément hyper intéressantes. La première chose que j'ai notée, on va parler des choses qui nous ont marquées, et il y avait des choses intéressantes aussi. La première chose que j'ai notée, c'était l'ouverture de la conférence avec l'ouverture des deux conférences, donc F8 et Build, était intéressante pour différentes raisons, mais ce qui m'a marqué dans celle de Facebook, c'est l'arrivée de Zuckerberg, qui a fait une blague, je trouve, très mal à propos sur les données privées, en disant... alors, ils ont réitéré ce que disait Zuckerberg dans son
article d'il y a quelques mois en disant Facebook va devenir très protecteur de vos données privées, et il a réitéré la chose en disant oui, je sais que vous ne nous faites pas très très confiance pour la question des données privées. Et c'était tellement Débile. malvenu parce que tout ce qu'on espère... D'ailleurs, c'est tombé complètement à plat, personne n'a ri, enfin, il essayait de le rendre un petit peu léger, et c'est, je pense, le sujet le moins léger de l'histoire de la tech de cette décennie, quoi. Et il y a vraiment ce sentiment que Zuckerberg... et ça pourrait paraître un détail, mais ce sentiment que Zuckerberg juste ne comprend pas les relations humaines, en fait, l'empathie, la manière dont on agit en société, parce qu'il a pensé, et j'imagine qu'il y avait ces responsables de communication et de PR qui étaient derrière lui en lui disant « Mais s'il te plaît, ne fais pas de blagues, je t'en supplie, ça va pas passer. » Et lui, il était là « Monsieur, allez, bon, faut un petit peu alléger l'ambiance et tout. » Et pas du tout. Donc, c'est un détail, mais moi, ça m'a marqué. Mais bon. Ouais, non mais c'est vrai, c'est la vanne qui tombe à plat. Et c'est plus que juste la vanne, tu vois. Non, c'est plus que la vanne, c'est genre, t'as l'impression qu'en fait, il s'en fout. Ouais, c'est ça, qu'il a pas Ça donne compris à vraiment quel point l'idée c'était que grave. Watson, c'est bon, la vie privée. Moi, j'aurais bien vu faire une blague, c'est genre, la vie privée, ça te connaît, hein. Tu vois, c'est genre presque débile. ça. C'était presque ça. C'était presque ça. Et ça nous connaît. De toute façon, c'est tout de vous, hein. Ouais, Donc... exactement. Donc bon, il y a eu une annonce quelques jours avant qui montrait l'importance des stories qui ont été mises en place inventées en fait par Snapchat, mais qui ont été copiées de manière un petit peu éhontée par Facebook pour toutes ses propriétés, c'est-à-dire toutes ses propriétés principales, dans Instagram, dans Messenger et dans WhatsApp. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont 500 millions d'utilisateurs quotidiens des stories sur Messenger et sur WhatsApp, donc 500 chacune, et Snapchat n'a que 190 millions d'utilisateurs au total, donc ils les ont vraiment, vraiment bouffés. Mais ça, c'était pour montrer l'importance des stories, mais à côté de ça, ils ont annoncé des nouveautés pour l'ensemble de leurs produits, assez peu de nouveautés pour la vie privée. Ils ont réexpliqué en long, en large et en travers que ça va prendre très longtemps, qu'ils vont faire les choses petit à petit, mais qui sont vraiment dédiés et qui vont se consacrer à cette vision sur le long terme. Donc bon, ensuite on les croit ou on les croit pas, mais étant donné que c'est la vie privée, comment dire, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de pubs, donc il y aura une certaine partie des informations qui resteront disponibles pour les pubs. Mais bon, bref, ça c'est une autre question dont on a débattu déjà par le passé et dont on redébattra pour les produits qu'ils ont annoncés. Alors il y a Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram et Oculus. Donc on va les prendre dans l'ordre. Je vais expliquer les choses qu'ils ont annoncées et puis on pourra commenter ensuite pour chacune d'entre elles. Commençons par Facebook. Un redesign assez important avec une emphase sur les stories dont on parlait et les groupes qui est intéressante parce qu'ils délaissent les pages et ils mettent en avant les groupes. Et le truc, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils ont l'impression que les groupes seraient moins prompts à véhiculer des informations erronées, des fake news. Peut-être qu'ils se disent, oui, les groupes, c'est des petits groupes avec des gens qu'on connaît, mais les groupes, ils ne sont pas petits. Donc, c'est tout aussi prompt à véhiculer les informations dangereuses que les pages, à mon sens. Peut-être qu'il y a une autre vision là-dedans, tu pourras me le dire si tu as compris. Il donne une option pour les administrateurs des groupes en rapport avec la santé, pour poster des informations pour les membres des groupes qui ne veulent pas révéler leur identité, ce qui est, bon, là, assez intéressant. Il propose des moyens de découvrir, de trouver de nouveaux amis, que j'ai trouvé assez intéressant, c'est-à-dire on va donner nos centres d'intérêt, nos lieux préférés ou notre géolocalisation approximative, hein, bien sûr, genre la ville, et puis ça va nous proposer des gens à rencontrer. Bon, pourquoi pas. Ils vont lancer Facebook Dating dans de nouveaux pays, pas encore en France, et ça arrivera aux États-Unis fin de l'année, mais c'est pas encore en France ou dans les pays européens. Et ils ajoutent une fonctionnalité que moi j'ai trouvée intéressante, mais qui visiblement ne te plaît pas trop, toi Cédric, c'est le Secret Crush. C'est-à-dire que parmi nos amis, c'est pas qu'elle me plaît pas trop, c'est surtout que
C'est Facebook derrière et du coup, j'ai un peu peur de certaines dérives, mais bon. Bon alors, j'explique de quoi il s'agit. Le Ouais, vas-y, Secret vas-y. Crush, c'est on choisit 9 de nos amis qu'on aime, qui nous plaisent en fait, qui nous plaisent avec un aspect romantique. Et si jamais eux nous choisissent aussi, eh ben on a une correspondance qui est faite et donc on est mis en relation et on va dire ah vous vous aimez bien tous les deux, vous pouvez discuter. Et donc, c'est une fonctionnalité qui existe dans certaines apps Enfin, vous aimez bien, ça va un peu plus que ça, hein. Ouais, ben un crush, c'est difficile à traduire en français. C'est pas je suis amoureux, c'est genre Non, c'est je suis genre, attiré, s'il quoi. dormait à la maison, je dormirais pas dans la baignoire. Ouais, c'est ça, mais c'est pas que sexuel, c'est juste, Oui, oui. c'est qu'on se plaît, quoi. Et, Ouais, et c'est si ça. jamais votre secret crush ne vous choisit pas en retour, et ben personne, à part Facebook bien sûr, ne saura jamais que vous avez cette personne qui vous plaît. Franchement, moi je trouve ça mignon, pas mal. Alors évidemment, on a toujours la crainte que récré, ces quoi. informations soient... oui, c'est la cour de récré, mais oui et non. C'est que tu peux pas dans la cour de récré dire « Ah, moi j'aime bien Cédric, si jamais il venait dormir Non, dans la mais baignoire, tu non, vois. » c'est plutôt le copain à qui tu dis Non, «Et c'est pas moi, je qu'il vient l'aime dormir. bien, hein». Ouais, c'est ça. Et c'est genre peut-être qu'un jour il le saura, hein, Hmm. si tu allais lui dire. Ouais, Et un beh, là, petit c'est un peu. peu ça, c'est genre si jamais il y a un truc derrière, enfin si jamais elle est aussi, sur la plateforme et qu'elle, like le truc et ben elle le saura, sinon elle le saura pas, tu vois? C'est ça. Bah oui, mais c'est pas Oui, non, mal. mais Toi, bien ça te sûr. gêne parce que c'est Facebook et que tu leur fais pas confiance. Non, moi en fait ça me gêne pour, à plusieurs niveaux. Alors bon, il faut être inscrit sur Facebook Dating, machin et tout ça. Imaginons que j'ai un crush sur Patrick, Mhm. s'il est pas Pas inscrit sur difficile à Facebook imaginer en Dating. même temps. Ça, De quoi? c'est pas difficile à imaginer. Oui, non, Je tout veux à fait, dire, tout à fait. tu vois, Donc c'est commun. j'ai un crush sur Patrick et évidemment, il est pas inscrit sur Facebook Dating, parce qu'il est marié et c'est un homme respectable. Donc je lui ai j'ai comment ça s'appelle? J'ai fait un crush sur lui, il le saura jamais. Par contre, imaginons, ce que je ne lui souhaite pas, mais qu'un jour il s'inscrive sur Facebook Dating pour pimenter sa vie amoureuse. Et bien là, en fait, il aurait une notification qui lui dit que quelqu'un a eu un crush sur lui. Il Je saura pas suis qui. même pas sûr. Hein. T'es Si, sûr si, que si, ah oui, si, d'accord. si, Ok. j'ai regardé le fonctionnement. Hmm. Et donc là, Patrick va se lancer en quête pour savoir mais qui a bien pu crusher sur lui. Donc il va prendre 9 de ses amis et jusqu'à trouver le bon. Parce qu'en fait, on peut les changer, évidemment, les crushs. Mhm. Pour savoir qui finalement a accroché sur lui. Bon, ça, à la limite, on s'en fout un peu. Mais surtout, moi, je vois l'étape suivante. Facebook va avoir une manne d'informations monstrueuses sur nous. Dans l'application Facebook Dating, il y a d'ailleurs, il vous propose déjà en fonction des endroits que vous avez visités, des événements auxquels vous participez, en disant cette personne va à cet événement, elle peut vous intéresser. Et imagine s'ils ont l'info de savoir que tu as déjà 9 personnes qui te plaisent et ils peuvent te dire bah, tiens, parmi vos crushs, votre crush va à cet événement. Voulez-vous vous y rendre et ainsi de suite? Ou voulez-vous faire la promotion sur son mur, par exemple, ou dans ses publicités de l'événement auquel vous rendez pour qu'elle vienne éventuellement à votre au même endroit? Tu vois ce que je veux dire? C'est un moyen aussi de monétiser Ouais, cette ouais, ouais. information-là. Bah non, mais Non, si, je comprends. C'est un petit peu connaissant Facebook et sa c'est manie ça. de Ouais. manipuler les algorithmes pour voir Mhm. comment les gens réagissent à certains trucs et certains machins, on peut très bien imaginer que Facebook décide demain de se prendre pour Cupidon et de dire eh bien, vu que tu as accroché cette personne, eh bien, je vais faire de la promotion pour les événements où tu te rends ou la boîte dans laquelle tu travailles Ouais. ou les trucs C'est que un tu peu likes. c'est un peu Ouais, c'est le destin, tu vois. Ouais, c'est un petit peu la pire version de l'utilisation de ce truc. Et Bah en oui. même temps, autant il y a quelques Il y années, a j'aurais pu l'impression d'être dire ah mais manipulé, tu vois. Ouais. tu vois le pire. Et autant aujourd'hui avec Facebook, je peux Ouais. comprendre qu'on ait cette préoccupation parce qu'on a eu la preuve Moi, j'ai plusieurs un fois que peu c'était. peur de ça, tu vois. D'accord. Je suis Et d'accord, je suis d'accord. Je pense que c'est quand l'idée est même pas débile, ouais. mais moi j'ai surtout peur de l'exploiter parce qu'en fait, ils disent: «Personne ne saura». Hmm. Enfin personne à l'extérieur de enfin, personne, une autre personne ne saura pas que vous avez crushé sur machin. Ils oublient de dire que mais nous par contre on le sait. Oui, non, bien sûr, je suis d'accord. Voilà. C'est vraiment parce que c'est Facebook et donc tu restes vigilant, ce que je Moi peux je reste comprendre. vigilant parce Hmm. que ça me fait un peu peur. Ouais, moi je pense que je trouve la fonctionnalité sympathique, mais oui, je comprends tes préoccupations. Bon, donc ça c'est pour Facebook. Il y a sur Messenger des innovations, enfin non, des
améliorations. Et le design, hein, le redesign de Facebook est plutôt sympathique quand même. Oui, il est pas mal. Et quand je disais, il se focalise sur les stories et les groupes, ça se sent dans le design qui est beaucoup plus propre. Et dans l'app, je crois que l'app a été mise à jour pour tout le monde. En tout cas, moi, j'ai eu la mise à jour. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus propre. Oui, et encore, on n'a pas toutes les nouveautés dans l'app. On a juste une petite partie de la refonte. Du redesign, ouais. Voilà, il faudrait peut-être que je fasse un groupe pour l'émission ou pour mes émissions, parce que la page est tellement... C'est le problème des algorithmes. Maintenant, plus personne voit ce que j'ai mis sur les pages. Donc peut-être qu'il faudrait un groupe, je vais y penser. Donc Messenger a été allégé et accéléré, donc l'application en elle-même est beaucoup plus rapide et facile à utiliser. Ils ont commencé cette question de vie privée en ajoutant un chiffrement de bout en bout, de bord à bord, je ne sais pas comment on dit, end-to-end encryption, et ils commencent à implémenter ce dont ils parlaient, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer des messages entre Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc ça fait une sorte de mastodonte de la messagerie qui est difficile à diviser, si on souhaite les diviser un jour peut-être. Et pour des questions de réglementation, ça pourrait peut-être, et de monopole, ça pourrait peut-être être nécessaire à un moment. On en a déjà parlé. Ils ont ajouté ils sont en train d'ajouter c'est ça, un onglet pour amis proches et ils ajoutent des applications pour Windows et Mac, pour Messenger spécifiquement, donc des petites applications. Et en fait, ils ajoutent aussi des fonctionnalités pour le statut et les souvenirs à partager entre amis proches. Donc, il y a un petit peu plus de réseau socialification de Messenger qui devient presque un réseau social à lui seul, quoi. Ouais, et ça va même encore plus loin. C'est-à-dire que tu as les appels audio-vidéo, ça y était déjà. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, tu peux regarder une vidéo à plusieurs. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, je décide de regarder le prochain épisode de Game of Thrones. Là, c'est plutôt des vidéos YouTube. Mais je regarde une vidéo YouTube, par exemple, ou Facebook TV, avec des amis, et on peut la commenter en direct. En dessous, on tape à l'écrit, ou alors on a nos caméras partagées. On est en train de regarder la vidéo tous ensemble. Donc, cette petite fonctionnalité est assez rigolote d'ailleurs. Ouais, c'est le genre de truc qu'ils ont essayé d'implémenter un petit peu partout, plusieurs fois, et ça n'a jamais pris. Personne n'a jamais réussi à trouver un moyen de faire ça, je crois, parce que les gens, quand ils regardent leur truc, ils sont tranquilles dans leur coin, ils en discutent après. En fait, c'est un usage qui est pas mal répandu dans les groupes privés, où des gens organisent des visionnages, par exemple, de choses illégales. Du genre du Game of Thrones ou des trucs comme ça, où ils font un live sur la page de l'épisode en disant tel jour à telle heure je vous diffuse en direct avec Facebook Live dans le groupe, donc fermé. Il faut être dans le groupe pour pouvoir regarder l'épisode de Game of Thrones, et du coup tout le monde le regarde à plusieurs. Il peut éventuellement le commenter, ou tu le mets en full screen sur ton écran et tu vois pas les commentaires et tu regardes ta vidéo comme ça. Et c'est un usage que Facebook avait pas spécialement anticipé. Et du coup, il l'intègre dans Messenger en disant on va autoriser ça dans Messenger. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas forcément on se retrouve ensemble comme si on allait chez quelqu'un et on regarde tous ensemble, ce qui est une idée qui est hyper séduisante, mais qui a jamais prise. Mais par contre, pour regarder des trucs qu'on peut pas voir autrement, peut-être. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de pourquoi pas de partager, de regarder un match ensemble ou un truc. Tu vois, ça pourra avoir du sens pour des gens qui sont à distance et tout. Je dis pas que c'est la killer feature, mais voilà. Et il y a un truc dont tu as parlé vite fait tout à l'heure dans Meet New Friends, c'est le fait qu'en fait, il va vraiment regarder les écoles dans lesquelles tu as été, les pages que tu as likées et tous les centres d'intérêt communs avec d'autres personnes pour te les proposer en ami. Et même si tu as été à des événements auxquels lui a participé et ainsi de suite, en fait. Il y a vraiment... l'algorithme va assez loin. Ils utilisent tout ce qu'ils savent sur tout toi ce qu'ils pour peuvent. essayer de matcher, quoi. Voilà, même la ville dans laquelle tu as habité à tel moment ou tel machin, si tu as déménagé, tout ce genre de trucs, ils peuvent du coup te proposer des gens que tu peux potentiellement connaître. Mais c'est assez incroyable. Ce qui est terrible, c'est que si c'était pas Facebook, non, c'est même pas si c'était pas Facebook. Ouais. Il y a 5 ans, on aurait vu ça, on s'aurait dit mais ouais, c'est super cool comme idée, pourquoi pas, tu vois, rencontrer des nouvelles personnes que j'aurais jamais pu rencontrer autrement. Tu vois, surtout, je crois que les ados sont tous sur TikTok, donc de toute façon, et sur Instagram à vrai dire, mais surtout sur TikTok, donc je crois que Facebook est vraiment en train de les perdre, mais donc c'est pas à eux que ça va intéresser, mais
D'une manière générale, surtout quand on bosse beaucoup, quand on n'a plus le temps d'aller en soirée, tu vois, tu vas plus dans les soirées. Euh, Pourquoi pas se dire ouais, je vais rencontrer des gens avec qui je pourrais être ami, Oui. ça pourrait être sympa. Et là, tout de suite, quand on entend ce genre de truc, ils vont utiliser tout ce qu'ils savent sur vous pour vous matcher avec des gens avec qui vous pourriez bien vous entendre. Bah, tu dis oula, données privées, c'est Facebook qui me suit à la trace des algorithmes, et on est tout de suite méfiant. C'est dommage, quoi. Mais bon. Mm, mm. Ouais, non, mais Euh, clairement. Il y a des fonctionnalités pour que des sociétés, des business puissent interagir avec vous plus facilement sur Messenger. C'est un truc qui nous parle pas tellement à nous dans les pays occidentaux, mais qui s'utilise énormément dans des pays en voie de développement, notamment en Asie du Sud-Est, beaucoup, et en Asie en général. Et c'est le cas avec WhatsApp, pour lequel ils ont annoncé des plus grandes facilités pour ce genre de choses, notamment des sociétés qui peuvent proposer des catalogues à la vente sur WhatsApp avec ces nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est tout un aspect qu'ils essayent de développer dans leur propriété en Occident aussi, mais qui est surtout prévu pour l'Asie. Et c'est hyper populaire. Je crois que ça commence dans certains pays d'Afrique aussi. Et encore une fois, c'est une chose à laquelle nous, on ne pense pas forcément, mais qui a un gros potentiel et qui peut-être pourrait arriver chez nous à terme aussi. On sait que cette segmentation qu'ils font avec toutes leurs apps de messagerie, c'est-à-dire Messenger, WhatsApp et Instagram, parce que Instagram est un petit peu en train de devenir ça aussi, c'est un petit peu pour segmenter les utilisations et que celle-là pourrait en faire partie et pourquoi pas arriver chez nous comme c'est le cas dans ces pays déjà. Donc Ouais. WhatsApp, on peut passer rapidement dessus, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. Instagram, par contre, ils ont là aussi énorme succès d'Instagram. On sait qu'ils ont plus d'1 milliard d'utilisateurs. J'imagine que ça continue à grossir. Et les jeunes dont je parlais tout à l'heure qui délaissent Facebook, ils sont beaucoup sur Instagram et sur TikTok accessoirement. Et donc, ils ont annoncé Instagram est plusieurs vraiment tests. devenu un réseau de partage de stories plus que de partage de photos. Hein. Ouais, ça. Bon, je crois que il y a les deux, mais c'est vrai que les stories. Chez les moins de 30 ans, c'est que ça. Ouais, et même moins de 20 ans. Mais quand je dis moins de 30, forcément, ça va jusqu'à 20. Oui, non, bien sûr, mais je ne sais pas si peut-être ouais, les millennials sont, enfin, et les post-millennials, ouais. Et ils sont en train de tester tout un tas de fonctionnalités pour s'assurer que les choses ne dérivent pas. Enfin, ça commence un petit peu à dériver sur Instagram aussi, mais pour éviter, par exemple, il y a des choses comme le fait de cacher le nombre de likes sur l'affichage des photos Instagram. Et sur d'autres endroits. Donc, cacher le nombre de likes pour éviter que ça devienne une sorte de course à la vanité. Combien de likes ils ont eu et moi, je devrais en avoir autant. Pourquoi j'en ai pas autant qu'un tel ? Bien sûr, la personne qui poste la photo peut toujours voir le nombre de likes, mais c'est pas le cas pour tous les autres. Ils ont des fonctionnalités anti-harcèlement, comme par exemple le fait de quand on tape quelque chose en commentaire qui pourrait être considéré comme un petit peu nocif, ils vont mettre un message, ils vont reconnaître la nature du message et mettre un petit message qu'ils appellent un nudge, une sorte de petit coup de coude gentil pour dire ça pourrait être mal pris, est-ce que tu es sûr que tu veux le poster ? Et c'est pas grand-chose, et évidemment ça va pas empêcher les gens d'être méchants, mais je trouve que c'est une pourquoi pas, c'est une bonne petite possibilité. Ça peut peut-être effectivement parfois un petit peu aider. Ouais. Ils vont proposer aussi, et c'est un des tests qui se retrouvera peut-être pas dans une version finale, mais un mode away, c'est-à-dire je suis pas là pendant quelques temps, qui va vous permettre de sans effacer votre compte, juste dire pendant 3 mois je vais pas l'utiliser, ça vous bloque. Faudra voir comment ça marche exactement, mais je suis dans une période sensible et ça peut être le cas pour certains utilisateurs. Donc pendant 2 semaines, je mets une sorte de limite, pas de limite, mais de
suspension à mon compte. Et puis, il y a une fonctionnalité que je trouve intéressante qui est la possibilité de poster des choses sans photo, c'est-à-dire de créer un média graphique avec toutes sortes de choses qu'ils ont déjà dans leur boîte à outils sur Instagram, mais qui n'est pas basé sur une photo, que j'ai trouvé intéressante parce que ça augmente l'utilisation. On peut poster même quand on n'a pas de photo, mais c'est une nouveauté intéressante, quoi. Donc voilà pour Instagram, des commentaires? Non, je suis pas un gros utilisateur d'Instagram, moi, donc Ouais. voilà. C'est qu'on a plus de 30 ans tous les deux, donc c'est un peu pour ça. Moi, je me dis que je vais l'utiliser un petit peu plus. Le truc que je comprends pas bien, c'est les stories. Mais enfin, je sais ce que c'est, mais je comprends pas énormément l'intérêt. Parce que, comme je le dis souvent, il n'y a pas d'interaction. Et moi, c'est surtout ça qui me plaît sur ces réseaux sociaux. Bah, oui. Mais bon. Oculus, les casques de réalité virtuelle. Alors là, on quitte un petit peu les réseaux sociaux justement, mais ils ont présenté l'Oculus Rift S et l'Oculus Rift Quest. Enfin, ils l'ont présenté. On savait déjà de quoi il s'agissait, mais ils ont annoncé le prix de vente, $399 pour chacun de ces appareils, et précommande déjà ouverte et mise en vente le 21 mai. Alors, ce que sont ces deux appareils, c'est l'Oculus Rift S, c'est une version améliorée du casque de réalité virtuelle qu'on branche sur son PC. Un petit peu plus simple au niveau des fils, un petit peu meilleur au niveau de l'image. Et l'Oculus Quest, par contre, c'est une grosse évolution, c'est-à-dire que c'est un casque qui n'a aucun fil, qui ne se branche nulle part, qui marche avec un processeur mobile, mais qui est beaucoup plus performant que l'Oculus Go que j'avais testé. Le problème de l'Oculus Go, c'est qu'il y avait du déplacement que sur 3 axes. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des rotations, mais pas de déplacement dans l'espace. Et c'était le cas aussi pour la manette de contrôle. Là, on a vraiment toutes les capacités d'un casque de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer, faire des rotations, mais aussi se déplacer dans l'espace. Et il utilise les manettes du Rift, qui sont les manettes classiques, et qui vous permettent de modéliser vos mains dans l'espace virtuel. Et donc ça, c'est de la vraie réalité virtuelle. Toi, t'aimes bien la réalité virtuelle? C'est un truc qui te séduit, qui te convient? Alors en fait, j'aime bien. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que je suis plutôt attiré par l'idée. J'ai essayé des casques, mais pour moi, le casque autonome, c'est vraiment ce que je recherche. Et jusqu'à présent, un casque autonome sans avoir besoin d'un ordinateur et tout ça, à part le Go, les expériences cardboard, c'est ridicule. J'attendais quelque chose de plus intéressant. Et le Oculus Quest, c'est vraiment, enfin, je suis vraiment la cible de ce type d'appareil, parce que jouer en VR, c'est pas vraiment ce que j'attends. J'attends plus des expériences. Moi, le problème aujourd'hui que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, les expériences VR sont pas incroyables. Enfin, je trouve, en tout cas. Il y en a certaines qui sont vraiment sympas, mais ça reste du gadget. C'est-à-dire que c'est le casque que tu vas utiliser une fois de temps en temps, et puis finalement, tu le laisseras tomber. Donc, aujourd'hui, le prix aussi était pour moi une barrière. Et là, le Quest, avec ses caractéristiques un peu plus sympas et son prix à $400, eh bien, ça devient intéressant. Et c'est pour moi le truc que j'attendais, tu vois. Alors, il faut noter quand même que si le Rift S, qui est l'évolution du casque classique Rift, est compatible avec tous les jeux qui existent déjà, pour le Quest, il faut que les jeux soient spécialement adaptés pour le Quest. Et donc, au lancement, il y aura une 50aine de titres disponibles, dont certains jeux qui sont très sympas, mais c'est quand même que, entre guillemets, une 50aine de titres. Donc, c'est un petit peu tout ce que tu dis. Je suis complètement d'accord, surtout que j'avais été déçu par le Go, j'en avais parlé dans l'émission, pour ce problème de déplacement dans l'espace et de modélisation des mains. Là, ça résout ces problèmes, mais mon enthousiasme est arrêté, pas net, mais enfin est tempéré, on va dire, par le fait que il n'y a pas toutes les expériences et tous les jeux qui sont déjà disponibles pour la plateforme. Donc, c'est ça. Ouais. Donc bon, voilà, je suis encore un peu en attente.
Mais il y a des choses intéressantes qui fait le Quest, notamment la modélisation de votre environnement. Et si jamais vous vous déplacez et que vous approchez trop de la table basse qui est à côté, eh ben, il va vous l'afficher dans votre image à l'intérieur de votre casque pour que vous voyez que vous approchez du truc et pour pas vous casser la gueule. C'est très malin, c'est très bien foutu. Non, c'est vachement bien fait. Moi, j'attends vraiment de voir les titres et je crois pas que je vais me laisser tenter. Mais c'est certainement le rêve pour la réalité virtuelle. Et peut-être que le Quest 2 sera le casque idéal, quoi. Mais, exactement. On va pas parler trop du nouveau casque de Valve, le Index VR, parce qu'avec tous les appareils qu'il faut, il coûte $1,000 quand même. Donc, il est de meilleure qualité, mais à $1,000, ça me paraît un petit peu compliqué. Celui de Valve, oui, tout à fait. Oui, celui de Valve. Qui a le port USB devant. Oui, non, mais il y a plein de soucis. Il a toujours besoin des totems qu'on place dans la pièce pour se repérer dans l'espace, alors que les nouveaux casques d'Oculus font ça avec du inside-out tracking. Ouais, après, il a l'air dingue en termes de taux de rafraîchissement. On passe de 144 images et de performance. Oui, on n'est pas dans la même catégorie, quoi. Oui, c'est sûr, heureusement. Mais vu le prix, je crois que ça s'adresse à une toute petite niche d'une niche, quoi. Ouais. Et pour conclure donc sur Facebook, il y a plein de choses qui se passent sur Facebook. Aux États-Unis notamment, ils sont en train de discuter sur la manière dont ils vont gérer les prochaines violations de vie privée. Est-ce qu'ils doivent rendre Mark Zuckerberg personnellement responsable de ces problèmes, parce que c'est, on le sait, souvent le seul moyen de faire en sorte que les choses changent. Ils ont enfin banni des personnalités assez controversées aux États-Unis, comme Alex Jones ou Milo Yiannopoulos, entre autres, qui sont des gens... Alors, je sais qu'on dit souvent en France et ailleurs, on a des gens qui sont pas vraiment très recommandables dans notre paysage politique et médiatique. Là, on est vraiment dans des extrêmes qui sont difficilement imaginables de chez nous. Alex Jones, notamment, est si vous imaginez les pires théories de conspiration du monde, eh ben, les pires des pires, c'est celles qu'il mettait en avant dans son émission. C'était des trucs du genre les enfants qui ont été victimes de comment on appelle ça en français, mass shootings, de meurtres de masse. Ouais, meurtres de masse dans les écoles. Il disait ah non mais ceux-là c'est des acteurs qui ont été payés pour dire des choses et pour menacer notre droit. C'est-à-dire que même Jean-Marie Le Pen et sa dernière sortie là en disant que Notre-Dame, il y avait des chances que ce soit plutôt terroriste, si vous voyez ce que je veux dire. Ça reste soft à côté, quoi. Ah oui, non, mais c'est vraiment des extrêmes. Et il y a Milo Yiannopoulos. C'est la fake news de compétition, quoi. Plus ça passe. Et ils ont mis très longtemps à bannir ces gens-là. Ils l'ont enfin fait. Je pense que la plupart des gens normaux sont satisfaits. Mais le problème, c'était cette question de liberté de parole à laquelle les Américains sont très attachés et du fait que si Facebook se met à décider qui on doit bannir et qui on ne doit pas bannir, ça leur donne encore un pouvoir encore plus fort que ce qu'ils n'ont aujourd'hui et du coup, on va le leur reprocher, ce que je comprends aussi. Mais là, on était vraiment à des niveaux tels que, voilà... Et évidemment, Donald Trump, parce que ces gens-là sont souvent associés à la droite américaine. Et quand on dit la droite, c'est pas la même chose que la droite chez nous. C'est-à-dire que la gauche aux États-Unis, c'est notre droite, à peu de choses près. Je schématise, c'est pas tout à fait ça. Mais pour expliquer, la droite américaine, là, les extrêmes de la droite américaine, c'est même pas visible avec un télescope de chez nous, quoi. C'est même plus une question politique. C'est tellement inepte. Dans les raisonnements, comme je disais, que ça c'est hors concours, quoi. Et évidemment, Trump est allé les défendre en disant on nous censure, nous les conservateurs américains, on nous censure. Regardez, ils ont banni Alex Jones. Enfin bon, bref, on marche un peu sur la tête. Les anti, comme il dit, les anti. Politiquement correct. Ouais, c'est ça. Et ils sont dans une sorte de défense. On ose dire les choses, on n'est pas dans le politiquement correct, et voilà, du coup, c'est vraiment leur argument, quoi. C'est une défense qui est compliquée parce qu'ils disent des trucs du genre, des choses qu'on pourrait dire pour n'importe quel titre de presse en France, et qui est une façon de voir les choses qui est commune et noble, c'est-à-dire, je suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez dire ce que vous dites. Et je sais plus qui l'a dit, mon Dieu. Enfin bref, c'est une citation connue d'un personnage politique connu d'il y a quelques siècles, mais
là, c'est une défense qui est compliquée à tenir sur des choses comme ce que dit Alex Jones, notamment, qui sont des dangers publics, quoi. C'est des trucs... et on est dans la même catégorie dans ce qui est... quand on parle de anti-vax, on a vu qu'aujourd'hui, il y a des épidémies qui commencent à revenir parce que... Et c'est ce genre de choses qui sont dangereuses et que Trump facilite. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui suivent ce genre de choses et qui ne se rendent pas compte de l'ineptie. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux parce que... est compliqué parce que qui va pouvoir décider de ce qui est acceptable ou pas quand il y a tellement de gens qui sont d'accord avec. C'est facile entre guillemets pour Alex Jones, pour les gens normaux de voir ça et on retombe dans les problèmes de est-ce que c'est Facebook qui va décider. Et il n'y a pas de réponse facile. Et c'est pour ça que ça me gêne toujours quand les gens disent ah oui mais il faudrait que Twitter bannisse les nazis entre guillemets. Alors, pour des gens comme Alex Jones, ok, mais le problème, c'est que ce que nous, on considère comme, entre guillemets, la critique facile, les nazis, c'est-à-dire les gens qui ne devraient pas avoir droit à la parole sur Twitter, eh ben, ça change en fonction de qui on est. Et c'est là que c'est problématique. Donc bref, exactement. Parce que pour ces extrêmes-là, c'est facile. Mais les gens qui disent qu'il faudrait bannir les nazis, je suis sûr que c'est pas que de ces extrêmes-là dont ils parlent. Ils parlent de plein de gens sur lesquels les opinions sont très compliquées à arrêter en fonction de où on se situe. Donc bon, bref. Voilà, pour ce petit résumé. Voilà. Microsoft Build. Alors, Microsoft Build, c'était vraiment... une conférence, je vais pas dire soporifique, mais si on n'est pas développeur, c'est pas vraiment pour nous. C'était à peu de choses près, pas vraiment pour les consommateurs finaux. J'en ai quelques-unes que j'ai notées pour les consommateurs finaux, mais toi, tu me parlais du début de la conférence que j'ai raté avec un beau fail. Avec un beau fail où on veut recréer la mission Apollo. Et donc on est avec deux personnes avec des casques HoloLens, tout ça, tout est prêt, ils sont sur une scène devant des gens, ils mettent le casque, puis ils reculent pour laisser place à sans doute un module spatial ou je ne sais quoi, enfin on ne sait pas d'ailleurs. Et là il se passe rien devant eux, on voit rien, il y a un blanc pendant quelques secondes. Et là sans doute que dans leur oreillette on leur dit bon les gars, il est temps de conclure, partez, ça marche pas quoi. Et là, ils disent bon, heureusement, la mission s'est mieux déroulée. Et puis, ils sont partis. Ils quittent la scène. Et il y a un grand moment de gênance. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de démos HoloLens. Alors que c'est un peu le produit qui fait un peu encore vibrer les geeks et qui nous fait rêver chez Microsoft, tu vois. Et c'était raté, quoi. C'était complètement raté. Donc, gros dommage. C'est vraiment compliqué quand tu as une ouverture comme ça, mais bon, c'est le cauchemar en fait de toutes ces conférences qui sont regardées en plus en live maintenant par des millions et des millions de personnes. Il y a eu un deuxième fail quand ils ont montré un petit peu leur système Azure. Alors qu'est-ce que c'était ? C'était sur la sécurité en ligne, le tracking et la blockchain, sur le suivi des informations de l'origine du café qui est utilisé dans les Starbucks, le suivi exactement où est-ce qu'il a été torréfié, d'où il vient, quel est le producteur et tout ça, enfin tu vois. Comment on appelle ça en français ? J'ai oublié le nom. Le suivi. Non, c'est un nom. C'est comme pour la viande. Oui, bon, ok. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin bref, il y a un mot pour ça. Et donc du coup, elle fait la démo en scannant un paquet. Et là, en fait, depuis son iPhone, et là, évidemment, un message qui lui dit « Désolé, mais ce Blan n'est pas connu dans la base de données, machin et tout ça. » Et là, on la voit, vu que son téléphone est en gros plan, on la voit en fait changer d'onglet et ouvrir un onglet où elle avait déjà fait sans doute le truc et que ça avait fonctionné. Et elle affiche l'onglet en disant « Voilà, donc là, j'ai les informations, machin. » Et tu dis « Ouais, ok. » Et ça dure un moment parce qu'en fait, elle scanne et elle continue à parler, sauf que nous, on voit le message d'erreur. Pendant qu'elle parle, et là, elle regarde le téléphone, elle se rend compte, elle change vite d'onglet. Ah là là, terrible. Et là, t'es là, oh putain, non. Ouais, bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, évidemment, c'est des trucs qui sont en développement. C'est dommage. Et ensuite, ils ont fait une démo aussi de HoloLens couplée avec Teams pour faire des réunions et tout ça.
C'était un petit peu... J'ai trouvé ça un peu malaisant, moi. Alors, moi, c'est plutôt les réactions des gens qui étaient un peu malaisantes, enfin, les acteurs qui étaient là. Parce que c'était surjoué, mal joué, tout ça. C'est ça, oui, exactement. Mais au-delà de ça, après, le truc est vraiment intéressant. Mais par contre, il y avait un souci technique, c'est que le tracking était très mauvais sur la caméra qui les filmait, du coup ça bougeait tout le temps. Et on avait la sensation que les hologrammes n'étaient pas ancrés au mur et ainsi de suite. Et donc ça donnait un vrai effet cheap, pas terrible, alors que quand on a déjà essayé les HoloLens, je sais pas si tu as eu cette occasion, oui. tu sens que les choses sont vraiment fixées et ça fonctionne bien et c'est très propre. Et là du coup ça donnait un effet, tu sais, de réalité augmentée à l'ancienne, dont le tracking fonctionnait pas très bien, quoi. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais sinon, vrai, la démo était plutôt intéressante, mal jouée et ce défaut tracking, mais voilà. Alors, il y a eu, c'est toujours gênant quand il y a ce genre de petits soucis, mais au-delà de ça, c'était très, très, très orienté pro et ça dénote d'une orientation qu'a donnée Satya Nadella à la société. Et d'ailleurs, Microsoft est la 3e société à atteindre la valeur boursière d'1 milliard de dollars. C'était pendant quelques heures, il y a quelques jours de ça. Et encore une fois, on ne peut qu'applaudir la teneur, la direction qu'a donnée Satya Nadella, parce qu'il a fait de Microsoft vraiment un énorme géant, alors que c'était pas sûr. Hein. À l'époque où tout était basé sur Windows, ça commençait à devenir vraiment dangereux, et aujourd'hui, on ne peut même plus imaginer, pour les gens qui connaissent un petit peu, que Microsoft, enfin, s'ils avaient continué à tout miser sur Windows, ils seraient au fond des toilettes. Et alors que là, bon, au fond des toilettes, j'exagère un tout petit peu, mais alors que là, ils ont tellement de choses qu'ils font pour l'Internet des objets, pour les ordinateurs quantiques, pour le cloud en général, bien sûr, avec Azure, toutes sortes d'Azure différents. Ils ont annoncé plein de choses avec comme des modules de développement dont je ne vais pas vous embêter avec ça, plein de choses sur l'intelligence artificielle, vraiment énormément de choses. Les choses dont je vais parler, c'est 2 ou 3 petites choses qui sont... Qui nous toucheront, nous, utilisateurs finaux. La nouvelle version de Edge, donc le navigateur de Microsoft qui est basé sur Chromium, donc la base en open source de Chrome, va avoir plein de fonctionnalités intéressantes, comme des outils de vie privée qui vont vous permettre de bloquer les cookies de sites que vous ne visitez pas, donc les cookies tiers, et ça va le faire de manière progressive en fonction des paramètres que vous choisissez. Vous pouvez tout bloquer, rien bloquer, ou un mode adaptatif qui va bloquer seulement les sites que vous ne visitez pas. Et au fur et à mesure, il va s'adapter. Si vous allez sur différents sites sur lesquels vous allez régulièrement, et ben vous dites, OK, ceux-là, je veux bien que les cookies restent sur mon ordinateur, donc c'est pas mal foutu. Il y a un mode Internet Explorer classique pour surtout en entreprise, on a des vieux intranets, donc vous pourrez aller sur votre intranet sans avoir à ouvrir un vieil Internet Explorer, donc l'ancien Edge par exemple. Il y a un truc de collection qui est une sorte de prise de notes qui est intégrée à Edge, nouvelle version, Edge Chromium. Donc c'est pas mal du tout. Dans Word Online, ils sont en train de tester un nouveau mode qui s'appelle, enfin pas un nouveau mode, mais un assistant qui s'appelle Ideas, qui est donc des suggestions qui sont suggérées par une intelligence artificielle qui va vous proposer des manières de réécrire certains paragraphes pour les rendre un peu plus concis ou plus faciles à lire. C'est un petit peu une sorte de ce qu'on appelle en anglais un editor, c'est-à-dire un rédac chef qui va lire votre article et vous dire ah ouais, là tu pourrais le dire comme ça, là c'est un peu long, là c'est... Alors évidemment c'est des suggestions que vous pouvez choisir de suivre ou pas, mais ça peut être pas mal. Il va aussi vous suggérer des améliorations graphiques pour vos tableaux. Si vos tableaux sont un peu moches, il va vous dire ah là vous pourriez le faire comme ça avec ce style et là ça serait un petit peu plus agréable à lire. C'est uniquement pour la version en ligne de Word pour le moment, mais c'est des trucs, encore une fois, c'est du pourquoi pas quoi. Et la dernière chose, c'est un petit teasing qu'ils ont fait sur... mais alors là, attends, stop. Oui. Quoi ? C'était que pour les pros, et à la fin, on a ça. C'était un petit peu bizarre. Oui, non, mais il faut que j'explique aux auditeurs. Là, tu me dis stop, mais il faut que j'explique pour qu'ils comprennent. Non, mais c'est juste...
pour les garder en suspens. Oui. Tu vois. Alors, Alors attention, qu'ont-ils bien pu annoncer dans une conférence pro une conférence en One More d'1h30, Thing 2 heures, One More Thing, eh bien, ça semblerait être une version Pokémon. En gros, c'est une version Pokémon une version Minecraft de Oui. Pokémon Go. Donc un truc vraiment hyper jouet, et c'est un teasing et le truc sera annoncé au cours du mois de mai d'après ce qu'il semble dire. Bon, pourquoi pas, c'est le 10e anniversaire de Minecraft et donc un jeu Pokémon Go où on va se balader dans toute la ville avec notre téléphone en réalité augmentée pour trouver des petits animaux ou des petits trucs de Minecraft. Ok, mais effectivement c'était un petit peu bizarre de le mettre à ce moment-là, mais en même temps les pros jouent aussi, il n'y a pas de raison. Oui, bien sûr. Et puis voilà, on en parle ici. Donc voilà pour moi ce que j'ai noté. Est-ce qu'il y a des choses que tu as notées ou des commentaires sur ce que moi j'ai noté? La démo Cortana qui était impressionnante. Ils ont montré quoi? En fait, c'est une femme qui va au bureau et elle demande à Cortana. Alors, il te montre qu'en fait, Cortana garde le contexte à chaque fois des conversations. Et donc, par exemple, elle commence par lui dire qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Et donc, Cortana lui dit tu as 4 rendez-vous. Donc, elle dit tu as ça à 10h, ça à midi, ça machin, bon, bref. Et là, elle dit est-ce que tu peux déplacer ma marche de 8 à 9 à demain, même heure? Donc, elle dit oui, d'accord, je déplace demain, machin. Elle dit, après, elle lui pose des questions du genre pour mon déjeuner, c'est avec qui à midi? Donc, elle dit ce sera avec Marc Bidule de la Compta et à tel endroit. Et donc, elle dit ok, et est-ce qu'il va faire beau? Et donc, elle lui dit oui, à tel endroit, il va faire beau. Et elle lui dit est-ce qu'on peut manger en terrasse? Enfin, elle dit oui, oui, vous pouvez manger à l'extérieur, dans ce lieu-là, machin et tout ça. Ensuite, elle dit bon, pour mon one-to-one avec machin, est-ce que tu peux le déplacer à demain? Donc, elle dit ok, je le déplace. Elle dit ah, mais il y a d'autres rendez-vous à ce moment-là. Elle dit bah, regarde en fin de journée. Et donc, elle dit ok, c'est dispo en fin de journée. Donc, elle dit bon, mais place-le à cet endroit-là. Donc, voilà. Et après, elle fait ah, ben justement, est-ce qu'elle est invitée à la réunion de lancement aujourd'hui à 16h? Alors, est-ce qu'elle est, c'est la personne avec qui elle a le one-to-one, hein, parce qu'elle sait. Et il dit ah ben non, elle n'est pas invitée. Elle dit bon ben envoie-lui une invitation. Donc l'assistant envoie l'invitation et ainsi de suite, tu vois. C'est ça, hyper en fait, conversationnel, quoi. C'est hyper conversationnel. Et il y a, il note le nombre de turns, c'est-à-dire le nombre de réponses qu'apporte Cortana et ça monte à je sais plus 24 ou un truc comme ça. Et ça va jusqu'au bout du truc, genre elle lui dit à un moment elle reçoit un SMS et du coup elle dit est-ce que tu peux m'ajouter un rappel à 16h, enfin après mon dernier rendez-vous de la journée, donc elle dit pas l'heure. Pour aller chercher le gâteau d'anniversaire de machin. Elle dit ok, pour 16h vous avez votre gâteau machin, nanana, enfin voilà. C'est le genre de truc qui fait rêver, mais j'ai l'impression que ça se passe jamais comme ça dans la vraie vie. Ouais, quoi. en fait, j'ai testé tout à l'heure moi pendant la matinale en direct pour voir si par exemple elle était capable de me dire avec qui je déjeunais à midi ou ce genre de truc. Et en fait ça marche. Siri le fait déjà, mais Siri garde pas le contexte, c'est ça la différence. Mais en fait, on a vu la démonstration que pour des choses qui sont de la gestion des informations personnelles et de l'agenda. Je sais pas, tu vois, si dans la prise de notes, par exemple, c'est par exemple avec qui je déjeune à midi, c'est me dit vous déjeunez avec Patrick, et elle dit est-ce que tu peux créer une note pour me rappeler de lui prendre, je sais pas moi. Plutôt un rappel pour lui prendre, je sais pas des moi, fleurs, parce que n'oublie pas que je suis ton secret crush. Je suis pas certain qu'elle me dise quand elle va écrire la note, qu'elle me dise que les fleurs sont pour Patrick, tu vois. Penser à prendre des fleurs pour Patrick ou pour le rendez-vous de midi ou machin. Bon, en c'est même très temps, les centré trucs pro, organisation personnelle, contact et lieu. Ce sur quoi est concentré Microsoft finalement. Donc exactement. C'est là où c'est intéressant, c'est que dans leurs paramètres. Ouais. Là où c'est intéressant en plus, c'est que il continue à développer Cortana. On s'était dit que ça commençait à être à être ça moins sera important, Cortana for businesses parce que c'était encore une fois dans le business et je pense que ça va être je pense que l'assistant finira dans Team ou dans la suite Office et ça sera ton assistant Outlook quoi en gros. Ouais. Voilà. Bon, donc voilà pour Microsoft, c'était intéressant, même si effectivement un petit peu plus pour les pros. Je suis sûr que certains d'entre vous ont été absolument passionnés par. Mais c'était pas pendant la conf. Non, mais si les nouveautés de .NET 5 ou ce genre de choses. Le VSL2 et tout ça. Mais c'était pas pendant la conf. En fait, ils avaient des nouveautés, mais elles n'ont pas été annoncées pendant la conf. C'était très business-centric vision, en fait. Oui, d'ailleurs, elle s'appelle la vision. Voilà, c'est ça, c'est vraiment la vision. Quoi. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour les conférences. On va passer à nos news et rumeurs rapides. Avant ça, j'aimerais tout de même remercier... Alors, est-ce que vous aimez la musique ? Tiens. Oui.
tu aimes bien la musique, Cédric ? Oui. Et tu cherches toujours des moyens d'avoir de la nouvelle musique ou des bons titres. Eh bien, écoute, les Patriotes ont collaboré entre eux, avec William notamment, pour faire une mixtape des Patriotes qui est disponible sur Spotify et qui est... je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Et merci beaucoup à William de maintenir cette mixtape. C'est un projet qui est né de lui-même. Je crois que c'est dans le channel Positron du Slack des Patriotes, qui est la meilleure communauté du monde, évidemment. Et ils ont donc... Il y a genre 150 titres différents sur cette mixtape, avec des trucs très, très différents. Il y a du rock, du metal, du rap, du funk, des trucs de toutes les époques. C'est hyper sympa. Moi, je la mets maintenant en fond quand je bosse. Donc, encore une fois, je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Et un grand merci à William et aux Patriotes d'avoir créé cette mixtape, c'est hyper sympa, donc allez l'écouter. Même si vous n'êtes pas patriote, vous pouvez bien sûr y jeter un coup d'oreille. Et si vous souhaitez soutenir l'émission et rentrer dans la communauté des Patriotes, vous pouvez le faire pour une somme modique. Et si vous voulez rentrer dans le Slack des Patriotes et rejoindre la meilleure communauté du monde, il y a un niveau de soutien pour ça aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sur patreon.com/rdvtech. Et en plus de tout ça, bien sûr, vous aiderez à soutenir l'émission, ce qui est un avantage absolument énorme pour sa valeur personnelle. Les patriotes sont des gens de grande qualité, on le sait bien évidemment. C'est sur patreon.com/rdvtech. Alors, les news et les rumeurs. Alors d'abord, il va y avoir la conférence Google ce soir. On imagine qu'il va y avoir des nouveaux pixels un petit peu moins chers. Google a parlé du fait qu'ils ils sont un petit peu trop chers, leurs appareils, dans le contexte actuel, parce on assiste à une commoditisation des téléphones. Peut-être un nouveau Nest Hub, donc la société Nest qui fait de l'automatisation, et notamment le fameux... thermostat, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, enfin plein d'autres petites choses comme ça, les mises à jour pour Android Q, etc. Et on aura donc dans un mois la WWDC, ça on vous en parlera à ce moment. Il y a plein de nouveautés sur iOS 13, macOS nouvelle version, watchOS, etc. qui sont pas des choses vraiment de ce qu'on a entendu. En tout cas, il y a rien d'incroyable. Mais ça, on en parlera à ce moment-là. À moins que tu aies une chose à dire sur ça, Cédric. Non. D'accord. Bon, donc voilà, on en parlera à ce moment. Ce soir, ce sera on va découvrir des choses parce que Google, on a quand même des surprises. Pas souvent matériel, mais sur les services. Rappelle-toi de Duplex l'année dernière et tout ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Bon, on verra. Ça sera dans le prochain épisode. Tiens, il y a une série de news qui m'a fait penser à quelque chose. L'Académie des Oscars a décidé que Netflix pourra continuer à concourir dans les Oscars. On en avait parlé la semaine dernière, mais... Encore plus que ça, quand on parle de Netflix, moi, il y a une chose qui m'a marqué avec le film Avengers Endgame, qui est évidemment absolument partout, y compris d'ailleurs sur le dernier épisode de Positron. Cédric et moi en avons parlé pendant à peu près 1 heure. C'était un excellent moment, plein de spoilers, mais hyper sympathique. Donc, si vous avez apprécié le film ou si vous aimez l'univers Marvel, allez écouter Positron, un podcast où on parle de produits culturels comme des films, des séries, etc., etc., de la musique, des livres, tout ça. Donc, vous pouvez aller vous abonner à Positron et écouter ce qu'on a à dire sur Endgame. Mais 1,2 milliard en 5 jours pour Endgame, ça montre vraiment à quel point les anciens acteurs peuvent faire des choses pour continuer à attirer le public, mais il faut s'adapter à ce que veulent les gens et trouver des nouveaux moyens de faire ce genre de choses. Le succès de Game of Thrones avec HBO montre un petit peu ça aussi, même si l'épisode 3 a eu des petits soucis de la nouvelle saison, mais il y a aussi... Ouais, mais les petits soucis, c'est... Enfin, moi, je les ai pas eus. Mais les petits soucis viennent effectivement de la compression, enfin des algos de compression. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. Marriott a a testé un compétiteur à Airbnb, mais un petit peu différent. Marriott, c'est la chaîne d'hôtels. Ça s'appelle Home and Villas, et c'est en fait
un petit peu comme des hôtels, donc c'est beaucoup plus managé que Airbnb, avec des propriétés de luxe, mais il y a 200 habitations à Londres qui sont dans cette catégorie. C'est un petit peu comme des hôtels, mais dans des maisons. C'est-à-dire qu'ils prennent des maisons qu'ils gèrent eux-mêmes, mais qu'ils gèrent un petit peu comme des hôtels. C'est à mi-chemin entre un hôtel et un Airbnb. C'est assez malin. Et c'est un acteur de l'ancien monde, Marriott, qui a vu arriver Airbnb et qui s'est adapté. Et puis pour ce qui est des régulations, des lois, le BBC iPlayer, qui était un innovateur énorme dans le domaine de la diffusion numérique pour la BBC, qui est une chaîne de télévision anglaise, enfin l'organisme de production de télévision d'État en fait en Angleterre, s'est retrouvé à perdre énormément de parts de marché parce qu'ils étaient contraints par les régulations qui s'appliquaient aux chaînes traditionnelles, et on a vu que, je ne sais plus comment s'appelle cette initiative des chaînes françaises qui n'a pas réussi à décoller parce que justement les régulations au niveau européen sont très très lentes à évoluer, et généralement, je trouve que les régulations au niveau européen sont plutôt nécessaires quand on parle de vie privée et de mise sous contrôle des GAFAM. Mais là, on se rend compte que ça peut aussi avoir des effets négatifs. Bref, c'est possible de suivre et de peut-être même de prendre avantage des possibilités qu'offre le nouveau monde quand on fait partie de l'ancien monde, et on l'a vu à plusieurs reprises là, mais c'est quand même pas évident. Je ne sais pas s'il y a une réflexion plus profonde à avoir, mais moi ça m'a marqué surtout avec cette histoire de Endgame qui bat tous les records, alors qu'à une époque où justement on dit « Ah, mais Netflix est en train de tuer le cinéma, machin ». Alors oui, c'est des choses spécifiques, mais c'est du grand spectacle, mais ça attire les gens aussi, quoi. Donc c'est possible. Et j'ai trouvé le truc de Marriott hyper intelligent aussi. Le fait de se dire... c'est génial. Donc, je trouve ça assez génial. Hein. Ouais, le fait de se dire, ouais, il y a des gens qui mettent leur maison en location, et donc peut-être que ça peut nous inspirer à faire un truc. Bah oui, quand on prend les bonnes idées là où elles sont, il y a des choses à faire, quoi. On avait parlé de cette histoire de Apple et Qualcomm qui font la paix, et de Intel qui se retire du business de la 5G. Les auditeurs qui ont écouté l'épisode la semaine dernière s'en souviendront. Et je disais, on ne saura peut-être jamais si Intel a décidé de se retirer du business de la 5G avant ou après cette annonce entre Qualcomm et Apple. Et ben finalement, on le sait, Bob Swan, le président de Intel, a dit que finalement ils avaient décidé de se retirer du business après l'annonce de... C'est honnête au moins. C'est honnête, oui. Et c'est arrivé très très vite quand même. Alors je ne sais pas si Apple leur avait donné une annonce, enfin les avait prévenus, c'est possible. Mais voilà, du coup on sait, Apple s'est retiré Intel s'est retiré du business parce que Apple et Qualcomm ont annoncé leur partenariat. Et entre parenthèses, on a eu lors de l'appel aux investisseurs de Qualcomm l'information sur ce que paye a priori Apple. Et c'est à peu près 4,5 milliards de dollars sur le prochain trimestre. Alors c'est pour que Qualcomm retire ses plaintes et ses actions légales, hein, mais 4,5 milliards de dollars, un bon deal pour Qualcomm. Quoi d'autre ? On parlait de Spotify avec la mixtape des Patriotes. Il semblerait, et de régulation européenne, il semblerait que l'Union européenne ait décidé de lancer une enquête sur l'attitude d'Apple par rapport à Spotify. On se souvient qu'on en avait parlé. Spotify a lancé une plainte contre Apple parce qu'ils traitent Spotify, donc le service de musique, différemment de leur propre service de musique, Apple Music, et ils n'autorisent pas... en fait, le problème, c'est que Apple prend 30% à Spotify sur les abonnements qui sont faits par l'App Store. Et évidemment, sur son propre service de musique, Apple ne paye pas les 30% en question. Donc, Spotify voudrait qu'il puisse soit ne pas avoir les 30%, soit proposer un autre moyen de paiement dans leur app, ce qu'interdit Apple. Depuis qu'Apple a son propre service de musique, évidemment, la demande et le problème a un tout nouvel éclairage, et l'Union européenne a décidé d'enquêter là-dessus.
Ça me paraît normal. Oui. Est-ce que tu utilises Slack, Cédric ? Oui. Beaucoup ? Beaucoup. J'utilisais dans mon ancien boulot et je l'utilise pour Studio Renegade, comme toi pour tes Patriotes. Est-ce que... alors moi, pour les Patriotes, évidemment, c'est super cool et c'est hyper agréable, mais moi, j'ai je sais pas, 5 ou 6, même plus, 8 Slack différents. Et oui, j'en avais d'autres, pour d'autres communautés, tout ça. Et pour les gens qui l'utilisent pour le boulot, visiblement, ce qu'on est en train de constater, c'est que l'idée de Slack était de réduire la quantité de mails inutiles et de faciliter les interactions. Et il semblerait que pour le boulot, les gens utilisent Slack comme ils utilisent les mails et comme ils utilisent les interactions classiques, c'est-à-dire qu'ils s'attendent, étant donné que c'est instantané, ils s'attendent à une réaction immédiate des gens. Et donc, ça pousse à avoir plus de distraction et de stress qu'on ne le pensait. Moi, c'est pas le cas parce que j'ai décidé que quand j'ai pas le temps, je le fais pas. Mais c'est pas une utilisation que j'en fais pour le boulot ou c'est mon manager ou mon boss ou un collègue qui va me dire « Ah, mais je t'ai envoyé ce truc, pourquoi tu m'as pas répondu ?» Je sais pas si toi c'était comme ça pour ton boulot. Eh bien, il y a les deux sons de cloche, c'est-à-dire que soit tu tombes sur le manager qui te dit qui t'envoie un message et comme t'as pas répondu, il t'envoie un SMS et comme t'as pas répondu, il t'envoie un mail et comme t'as pas répondu, il te renvoie un message et ensuite il t'appelle pour un truc pas du tout important. Mais voilà, donc t'as vraiment le profil de celui qui attend une réponse tout de suite et celui qui a compris que ça remplaçait les mails et qui t'envoie juste un message en te disant voilà, j'ai besoin de telle information, est-ce que tu peux me la donner, et qui attend la réponse, quoi. Voilà. Ouais. Je te dis quand t'as le temps, voilà. Il y a les deux sons de cloche. Ouais, le truc c'est que effectivement Slack était présenté comme un truc pour faciliter la vie des gens et en fait c'est là où les gens ont pas le compris. Bruit quoi. Oui, c'est ça, mais en fait parce que les gens utilisent beaucoup la partie de messagerie finalement de Slack dans les entreprises et peu les channels, ou alors les channels sont mal construits, organisés, mal organisés. J'ai entendu moi, je limite beaucoup justement le nombre de channels dans Slack, dans le Slack des Patriotes, parce que j'ai entendu notamment des histoires de gens qui avaient genre des Slack avec 30 channels, avec plein de projets différents. Et le gros problème, c'est que les gens postent un truc sur le channel et ça défile. Et ils ont l'impression d'avoir donné l'info, mais si tu suis pas, donc tu te retrouves obligé de suivre les 30 channels sur lesquels tu as des projets en cours, quoi. Et c'est évidemment impossible, donc... Utilisez Slack de manière responsable, s'il vous plaît. Exactement. Peut-être que Microsoft Teams, justement, est mieux pensé. Peut-être, c'est possible. Oui, je ne l'utilise pas, donc je ne saurais pas te dire, mais c'est possible. Huawei, qui fait déjà des téléphones et qui est présent partout, et qui est controversé sur la question des réseaux et de la 5G, visiblement aurait comme projet d'entrer sur le marché de la télévision, intéressant, avec une télévision 5G qui a une connexion, une télévision qui a une connexion 5G et c'est une télévision 8K et il pourrait la lancer dès cette année. Alors je ne sais pas si tu as besoin d'une télévision 8K 5G, mais non. A priori... c'est marrant parce que la 8K, alors la 4K n'est pas vraiment encore là, la 8K n'est a priori utile que si c'est un écran de taille immense, mais genre, je sais pas, 140 cm, quoi, voire plus. Et encore, il faut être assez près. La 5G, je pourrais comprendre. Pourquoi pas avoir une télé qui est autonome, connectée en 5G. Bon, il faut un abonnement pour sa télé, ça devient un peu n'importe quoi. Mais surtout si c'est une télé 8K, elle est tellement grande qu'a priori, elle est dans un endroit où tu as du Wi-Fi. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être que dans certains marchés, ça peut être utile, mais... Je sais pas. Ouais, je ne sais pas trop. Ouais, mais bon, ce qui est intéressant, c'est Huawei qui arrive sur le marché des télés. Oui, c'est ça. C'est ça qui pourrait bousculer un petit peu les choses, quoi. Amazon serait en train de... C'est fou parce que Huawei s'est quand même donné une image d'innovateur en quelques mois ou quelques années, là. C'est assez impressionnant. Oui, c'est vrai qu'on les connaissait même pas il y a 2 ans. Enfin, on les connaissait pour vendre des téléphones pas chers. C'est ça, oui. Et maintenant, on a des téléphones haut de gamme avec des zooms x10 qui prennent la lune en photo et des téléphones de très bonne facture. D'un téléphone pliant qui, pour le coup, a rendu le Fold obsolète avant même sa sortie. Enfin, je sais pas. C'est une bonne gestion de leur technologie, c'est sûr. Ouais.
Amazon serait en train de préparer un service de musique en streaming de haute qualité, c'est-à-dire sans perte, qui coûterait une quinzaine de dollars par mois. Moi, je me demande comment c'est possible qu'il n'y ait pas déjà un service de musique de haute qualité, quoi. Que ça soit pas déjà disponible, déjà possible. Ça Chez les gros. Oui, oui, bien sûr, ça Ah, existe. chez les gros, oui. Ah, mais remarque, je dis ça, mais je crois que Spotify en a un. Je crois que Spotify Plus ou Spotify, je sais pas quoi, a une offre haute qualité. Donc bon, autant pour moi. C'est pas que Amazon qui arrive sur le marché. Quoi d'autre bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des sujets principaux. Je voudrais juste mentionner une dernière chose quand on parlait d'innovation et de choses intéressantes. Il sera bientôt possible d'avoir une application smartphone qui gère notre carte vitale dès cette année. Alors on sait que la RATP pour les Parisiens est en train d'explorer le remplacement du Pass Navigo par une application et notamment sur iPhone et bien sûr sur Android, ça c'est pas dur, mais ils auraient un accord avec Apple pour utiliser le NFC sur iPhone aussi, et ça serait le cas aussi pour la carte vitale. C'est bien, c'est pas bien, c'est pratique, mais est-ce que c'est dangereux, Cédric, ton avis? Après, ça dépend ce on va y retrouver sur la carte vitale, mais pourquoi pas? En fait, c'est bête, mais c'est aujourd'hui en fait la c'est carte. juste le numéro de sécurité sociale et ensuite Non, mais c'est sur les aujourd'hui, serveurs. aujourd'hui, c'est ce que tu as là. Mais le principe de l'application de carte vitale dématérialisée, c'est que tu vas avoir ton dossier de santé dessus. Donc tu vas voir même tes derniers remboursements a priori et tout ça d'après ce qu'il disait. Donc c'est pas plus mal. Mais effectivement, tu auras sans doute des informations de santé un peu plus confidentielles, du genre ton niveau de handicap, ce genre de choses, quoi. Ouais. Après, tu vois, aujourd'hui, tu sais toi ce que tu as sur ta carte vitale enregistrée sur ta puce et tout ça, enfin. Pas du tout, non. Voilà, très bien. Oui. Et ben Non, là, mais tu auras vois, auras la vision de ces informations-là, tu vois. Mais Et je pense qu'ils veulent s'en servir comme d'un carnet de santé numérique aussi de cette appli. Donc tu auras par exemple ta correction de lunettes si tu as des lunettes, ce genre de trucs en fait. Ce genre d'informations, pourquoi pas. Moi, je me demande si ça a vraiment un intérêt de garder ces informations dans l'application ou sur le téléphone plutôt que de les avoir sur les serveurs de la sécurité sociale et qui ne soient accessibles. Tu vois, si on fait les choses bien, tu sais qui va accéder à ces informations. Alors un médecin peut y accéder, c'est centralisé. Alors bien sûr, après, il faut qu'il ne perde pas son mot de passe, tu vois, mais... Mais là, l'idée, c'est de comment ça s'appelle, déjà de te trimballer avec une carte en moins. Mais même au-delà de ça, c'est que toi-même, tu as accès aux informations. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il y a stocké sur toi, sur les serveurs de la Sécu. Ouais, non, mais que ça soit stocké sur les serveurs de la Sécu, pourquoi pas. Mais là, c'est le cas, en fait. Tu auras une synchro en local, comme tu faisais la mise à jour de ta carte vitale quand tu faisais. Mais par exemple, chaque fois que tu changes d'adresse, de machin, de trucs, si tout ça peut être géré directement depuis cette application, pourquoi pas? Ouais, peut-être. Tu changes de RIB ou tu vois, plutôt que de l'envoyer à la Sécu, tu fais le changement directement dans l'application, peut-être. Bon, tu peux déjà le faire, je crois, avec Amélie.fr, mais mais sur le site, c'est possible, voilà, sur le site, mais il y a une appli aussi Amélie, mais là l'idée c'est de tout regrouper en une seule app. Bon, avec moi, la carte vitale, pourquoi pas. Ouais, moi je trouve que c'est pas idiot en fait. Pas idiot. À partir du moment où c'est bien fait. Mais ceci dit, tu me poses je sais pas, une colle et je me demande, mais du coup, quelles sont les informations qui sont dans la carte à puce de la carte vitale? Je sais pas. Si quelqu'un le sait, venez nous le dire en commentaire, parce que moi, je pensais qu'il y avait... Moi, j'ai travaillé il y a très longtemps, c'est d'ailleurs mon premier métier. J'ai bossé avec la sécurité sociale pour équiper certains praticiens de logiciels pour la gestion de la comptabilité en particulier. Et donc la lecture des cartes vitales, il y avait un cahier des charges qui faisait presque 300 pages du nombre d'informations qu'on pouvait demander à la carte vitale. Ah ouais, donc il y a énormément de choses dans la carte vitale. Ah oui, il y a énormément d'informations. Oui. D'accord. Bon, bah écoute, Et depuis même, et je te parle de ça, c'était il y a 20 ans. Donc depuis, il doit y avoir encore d'autres informations. Tu vois, tes droits, tu sais quand expirent tes droits, par exemple, en cas de certaines maladies. Tu vois, tes arrêts de travail, ce genre de trucs, tout ça peut être stocké là-dedans. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, oui, pour le coup, moi, je serais tout à fait pour pouvoir imagine savoir. Imagine demain avec ton appli carte vitale, tu peux retrouver, je sais pas, on te demande un papier pour justifier ton arrêt de travail ou je ne sais quoi quelques années après.
tu pourrais retrouver ce genre d'informations ou éditer. Alors, tu peux le faire avec l'appli Amélie, mais c'est toujours pareil. Je pense qu'il y a des informations dans l'appli Amélie qui seraient pas dispo sur l'appli Carte Vitale. L'idée, c'est vraiment de tout regrouper. Ouais. Donc, et en plus de pouvoir utiliser comme carte vitale Très bien. Bon, bah écoute, je suis pour, a priori, et le a priori, c'est il faut qu'il respecte bien les consignes de sécurité informatique. Voilà. RGPD, tout ça. Merci Cédric d'avoir passé une petite heure avec moi. C'était comme toujours passionnant. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet si les auditeurs en veulent plus ? Très compliqué. StudioRenegade.fr. Et voilà, et tous les matins dans la matinale Morning Tech Review où on parle de l'actu tech de 8 à 9 sur Twitch. Donc c'est pour les gens qui sont fans de Twitch et qui ont envie de venir discuter avec nous. On vous prend même en vocal si vous voulez parler vraiment avec nous. C'est fou. Voilà. Et si vous voulez le compte Twitter de Cédric, il sera dans les notes de l'émission, c'est Cédric Bonnet. N'oublions pas nos deux autres compagnons, c'est Corben et @Jérôme Kainborg, qui sont évidemment... Excusez, oui, pour aujourd'hui. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission et le rendez-vous jeu sur frenchspin.fr. Cette émission, bien sûr, elle sort toutes les semaines. Et le rendez-vous de jeu, c'est toutes les 2 semaines pour parler du jeu vidéo. Et il y a aussi Positron pour parler de culture pop et de Avengers Endgame avec Cédric. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez la soutenir sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Et il y a le lien vers la mixtape des Patreons, des Patriotes dans les notes de l'émission, comme je le disais tout à l'heure, et le lien vers patreon.com/rdvtech aussi dans les notes de l'émission. Donc, si vous voulez rejoindre la communauté, allez voir sur cette page, c'est toujours apprécié, et évidemment, ça nous aide à continuer à faire l'émission. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. J'attends avec impatience le Secret Crush matching entre Cédric et moi, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao.